cocorico, mais plus que ça, c'est un cocorico intelligent et un message positif, optimiste aussi sur la vape. On va parler de l'exception vapologique à la française. On parle souvent de cette filière indépendante, en tout cas on en a parlé toute la journée. Et ben, qu'est-ce qui fait quels sont les facteurs qui font que cette filière, elle est voilà, aussi riche, aussi indépendante et qu'elle porte aussi bien le sujet de la vape qui est en France. Et donc pour ça, on a 4 invités et je vais vous laisser vous présenter tour de table, me dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes content d'être là. Comme on termine avec de la joie, de l'espérance. Envoyez-nous du love, les amis. Eh ben, donc je me présente, je suis Aurélien, cofondateur, une petite erreur là sur le slide d'avant, mais c'est pas grave, cofondateur de Vapostor, du coup, presque 200 boutiques à date, 14 années d'expérience et d'existence en France. Donc notre cœur de métier, c'est le retail, c'est la vente physique, donc c'est les boutiques. Notre ADN, elle est présente depuis le début, c'est l'accompagnement des clients vers la sortie du tabac et donc les accompagner avec la vape. Bien sûr, on a grandi pendant 14 ans. Aujourd'hui, on travaille plus comme à nos débuts, mais en tout cas, on avait toujours eu cette volonté-là de développer et d'amener, de faciliter en fait l'accès aux produits pour les Français, pour les fumeurs. 200 boutiques en France ? 200 boutiques en France, ouais. D'accord. Et donc vous avez créé un modèle de filiale, de franchise ? Exactement. Donc on a une partie en succursale, une partie en franchise, et on accompagne nos clients, mais aussi on accompagne nos franchisés, nos équipes, avec la formation notamment. On est depuis quelques mois maintenant certifié Calliope, donc ça permet d'accompagner financièrement aussi nos franchisés, d'alléger leurs charges là-dessus. Voilà, donc on essaie de faire notre job au mieux. Super, voilà, et donc on va y revenir. C'est un bel exemple de cette vape indépendante française. Cyprian, right? Yes. Please. So we switching in English. Vous avez un QR code si vous voulez le flasher et comme ça, ça traduit directement. Ça c'est l'innovation 2026 de Vape Expo. Attention, mesdames et messieurs. So yeah, please present yourself. Tell us who you are and tell us how amazed you are by this French vape market. Yeah, so my name is Cyprien Boboy. I'm in the vape business since 2011. I'm actually a success story. That's why I entered. I used to be a smoker, discovered the vapes, managed to quit smoking. So then I saw, of course, the potential. Since 2018, I co-founded the Independent European Vape Alliance, which is the pan-European association representing the independent vaping sector in front of EU institutions. About your market, it's always a pleasure to come here. Beside the food, and this year the great weather and the great people, it's like traveling back in time. It's like traveling 10 years ago. I love to see a lot of open systems. I love to see a lot of small businesses, because at the end of the day, that's actually the core of any economy, the small and medium enterprises, as I'm seeing here. During my past 8 years in AEVA, I'm the board executive, so I had to travel all over Europe, all over the world, see the market, see the players, and I can tell you there's nothing like in France. And again, this is the most important. It's a market driven by small and medium enterprises. Focus having on the center actually the smoker and their needs to quit smoking. Right, and this is unique, you say, in Europe at least? Yes, it's totally unique. In Europe at least, it's totally unique. It's a great show. 5 years ago, there were many other shows, but they closed or they became more locally, not so international. Jean. Donc moi je suis Jean Moiroux, le président de la FIVAP depuis une dizaine d'années maintenant, également fabricant d'e-liquide depuis 2012. Voilà, je suis ravi d'être dans cette conférence. Elle a une tonalité positive. En tant que représentant d'une partie de cette filière, je constate tous les efforts qui sont faits par les entreprises du secteur pour aller dans le bon sens, avec justement du sens derrière leurs actions. Le sens chez nous, c'est l'arrêt efficace, rapide, fonctionnel du tabac. Je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi à jamais perdre de vue
malgré les années, malgré les changements, malgré une culture de notre secteur qui a beaucoup évolué. Et je pense que l'idée derrière cette rencontre, cette table ronde, c'est aussi de mettre en avant certaines initiatives, certaines spécificités du marché français qui font qu'aujourd'hui, on le voit bien, surtout quand on porte un regard international sur les choses, eh bien, la France est devenue une exception en termes de développement sur le vapotage dans le monde. Merci, on va y revenir dans un instant. Je vous laisse vous présenter. Alors, je m'appelle Serge Le Forestier. Je travaille à la Vape du Cœur, association que beaucoup de gens connaissent ou pas. Et en fait, le principe, c'est un petit peu comme les restaurants du cœur. Nous recueillons des dons des professionnels de la vape, matériel et des e-liquides, qu'on redistribue à des gens qui sont en précarité, en difficulté financière. Et ce, toujours à travers des unités de soins, centres hospitaliers, ce qu'on appelle des XAPA, des CARU, des LHSS, des unités en fait dédiées aux soins et à la dictologie. On est aussi en partenariat assez étroit avec Fédération Addiction et SOS Solidarité par exemple. Et donc aujourd'hui, l'association elle a à peu près entre 300 et 310 partenaires du monde médical. Donc on fait un petit peu la jonction entre le monde de la vape et le monde des médecins. La conférence précédente, d'ailleurs, il y avait David Saint-Vincent qu'on connaît très bien, puisqu'on travaille pas mal avec lui sur Fédération Addiction. Voilà. Je me présente aussi avec une seconde casquette, puisque je suis également secrétaire de l'EDUS, donc l'association représentant les utilisateurs de cigarettes électroniques en France. Très bien. Voilà. Alors, Jean, première question. Comment tu définirais cette exception vapologique française et face à l'Union européenne, qui est, si j'étais complet dans la thématique, c'est ça. Mais parlons d'abord de cette exception vapologique française. Si on veut repérer la spécificité française, c'est assez simple. Il suffit de venir à Vapexpo, par exemple, surtout quand on vient d'un pays étranger. Comme disait Chipri, pour se rendre compte que les choses ont réussi à ne pas trop changer par rapport à d'autres pays. D'autres pays qui ont vu leur salon national disparaître, par exemple, au profit d'autres salons plus orientés tabac. En France, la filière reste extrêmement dynamique. Et je pense que c'est important d'essayer de faire un peu la collection de tout ce qui a permis cette persistance, tant, on va dire, éthique, philosophique que économique et fonctionnelle. Je note qu'on a eu énormément d'initiatives depuis le début et qui ont fort heureusement toujours grandi dans le bon sens. Si on prend par exemple l'EDUS, l'association des usagers, on constate souvent une dynamique très forte au début de l'apparition d'un produit, notamment le vapotage, qui est un produit qui prend aux tripes, qui permet de s'affranchir du tabac de manière très individuelle et très efficace. Il y a eu dès le début beaucoup d'usagers très mobilisés sur le sujet, sur les forums. Il s'agissait aussi de faire grandir la connaissance autour des produits du vapotage, qui était encore balbutiant, imparfait. Aujourd'hui, on a toujours une association des usagers qui est forte, qui est présente, qui est vocale. Elle pourrait l'être encore plus, évidemment, mais il faut apprécier la dynamique telle qu'elle est actuellement au bout de plus d'une décennie. De même, une initiative comme la Vape du Cœur, elle est rarement mise en avant auprès du grand public. Nous, professionnels, on la connaît parce qu'on est sollicité parfois pour donner des dons, du matériel, des liquides. C'est pratique et c'est un cercle très vertueux. Mais la réalité du travail qu'il y a derrière, qui est fait sur le terrain, au contact des gens qui sont parfois défavorisés, qui ont des petits moyens, ou alors des patients qui sont en grande difficulté pour arrêter de fumer, eh bien, grâce à eux, ils peuvent accéder à une expertise et un accompagnement qu'ils n'auraient pas reçu sans ça. Ça permet de faire une cheville, un pivot avec le monde de la santé qui bénéficie de tout ce que notre filière construit de chouette et peut le mettre au service de leurs patients. Malheureusement, ça se fait un petit peu dans le silence, dans un angle mort, parce que ceux qui sont dans le besoin, vous savez comme moi que c'est plus facile de les ignorer que de les considérer. C'est un problème sociétal plus fondamental. De même, si on rentre dans les spécificités industrielles de la filière, avec les premières normes sur le vapotage qui ont été à l'initiative de fabricants français autour de la FIVAP notamment, qui ont permis l'évolution des normes sur le vapotage à l'Europe et maintenant à l'ISO dans le monde.
Il y a vraiment quelque chose qui différencie la France dans son activisme. Et puis, plus dans mon sujet de cœur, la représentation des intérêts de cette filière, elle se fait en France avec une fédération qui réfléchit beaucoup sur son sujet. J'ai toujours été très attaché à la production de contenu utile pour les décideurs. Et il faut maîtriser son sujet et être créatif autour de ce dernier pour pouvoir l'emmener le plus loin possible. Je pense qu'en France, on a réussi à le faire très bien. La notion, par exemple, d'indépendance vis-à-vis du tabac, ce n'est pas quelque chose qui est né comme ça dans l'air du temps. On a dû théoriser et faire la promotion de cette spécificité. Elle n'est pas venue d'elle-même à l'époque où la FIVAP était un tout petit syndicat qui se cherchait. Voilà, donc la question pour moi, c'est qu'est-ce qui a permis aujourd'hui cette résistance dans la durée et en quoi mobiliser et donner encore plus d'écho à tout ça pour qu'on puisse continuer cette stratégie qui nous a si bien servi depuis toutes ces années. Merci. Aurélien, je te laisse la parole également. Qu'est-ce qui, selon toi, rend cette filière française, la vape française, si spécifique ? Alors, lors de ma présentation, je n'avais pas spécifié aussi que j'étais membre au bureau de la FIVAP, donc avec Jean. En fait, c'est une première partie de réponse. Et je pense que la FIVAP y est pour beaucoup dans l'image que renvoie la vape française aussi, puisqu'elle œuvre parfois dans l'ombre. On l'a vécu là il y a quelques mois où il y a un gros effort qui a été fourni des adhérents, que ce soit en termes de temps ou en termes d'argent aussi, hein, et des adhérents qui du coup nous ont rejoints à ce moment-là. Donc je pense que la FIVAP elle aide justement à cette diversité, à cette liberté qu'on a encore aujourd'hui et que d'autres pays n'ont plus. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, en fait, il est un peu en continuité, c'est que on a une diversité donc, du coup de méthodes de distribution qui est assez libre. Je pense notamment aux sites web qui sont très actifs, donc qui permettent d'adresser des clients partout en France. Je pense au maillage territorial des boutiques qui permet aussi d'avoir une proximité avec les clients, un choix. Une diversité de produits aussi, puisque comme le disait Cypriane, à demi-mot, mais en gros, c'est pas le cas partout en Europe. On n'a pas autant de diversité de produits en termes de liquide et de systèmes, surtout dans les autres pays. Donc c'est vraiment ce qui fait la particularité, à mon sens, française pour le vapotage. On your side, Cyprien, what is so amazing? What shocks you when you look at the French market? Well, what struck you? All I can tell you, my first attendance to an expo was actually in Paris, 2011 or 12, if I'm not wrong. And what amazed me then and amazed me now as well is the diversity and the flavoring. I mean, at the end of the day, to create a flavor, you have to use chefs, you have to use flavorists, perfumers. So that's your strong point in France, we gotta say it. Everything around the flavoring. And I still find this. Each year I'm testing several brands, and I'm still surprised in a good way. Parlez-nous un peu, de notamment Edus, la vape du cœur. Donc vous existez quasiment depuis le début. En fait, la vape du cœur, elle est née bizarrement d'un groupe Facebook. Et devant un succès qui commençait à devenir ingérable pour ce groupe, elle s'est constituée en association en 2015. Et donc depuis, elle n'a cessé de grandir. Et ce qu'on peut dire à propos de l'exception, je pense, c'est qu'apparemment, nous sommes uniques en Europe. Mais c'est ce que j'allais vous demander. Donc il n'y a pas d'équivalent. Apparemment, même pas dans le monde, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est assez étrange, mais c'est en tout cas une particularité, la fameuse exception française. Ouais. On pense que ça peut avoir son importance du fait de notre lien avec le monde médical, par exemple. Vous l'avez vu avec Xavier de Saint-Vincent dans la conférence juste avant, on a quand même un lien assez fort, et puis ça permettrait peut-être de légitimer un petit peu plus le vapotage auprès des autorités de santé, voire des autorités tout court. Hein. On l'a bien vu, ça reste encore relativement hostile quand même. Je mets des guillemets là-dessus. Mais peut-être que ça pourrait...
essayer de faire un lien là-dessus. Ça fait longtemps qu'on est sur le sujet, mais apparemment, ça ne bouge pas beaucoup. Et voilà, donc notre exception, elle est peut-être dans notre existence simplement, quoi. Et vous avez jamais pensé à exporter le modèle, à conseiller d'autres pays? Parce que- Non, non. En fait, on est une toute petite structure. Il ne faut pas croire. On est, en tant que salarié, on est 3,5, on va dire. Hein. D'accord, mais il y a quand même des salariés dans la structure. Oui, Ouais. moi-même. D'ailleurs, j'ai longtemps bossé en boutique depuis 2016. Mais aussi en même temps en bénévolat. Et maintenant, je suis salarié à temps plein de l'association. Ouais. Je reviens sur votre entreprise et sur le modèle de franchise. Ça, pareil, ça c'est unique à votre connaissance. Une réussite, pareil, avec donc 200 boutiques et ce réseau-là que vous avez réussi à créer. Est-ce qu'on pourrait voir l'équivalent dans d'autres pays? Aujourd'hui, je ne sais pas. À l'époque, il y a quelques années, je pense que ça existait et c'était le cas. Aujourd'hui, la pression législative et les normes, les lois qui ont été imposées dans beaucoup de pays autour de nous fait que le modèle franchise me paraît compliqué. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, je pense le réseau qui franchise, le plus important en France, ça c'est sûr. Mais dans le monde, j'ai pas trop d'écho. Je pense qu'on est un des plus gros en tout cas. Ouais. Et pour la petite anecdote, ce qui était assez marrant, c'était que initialement, en 2012, la franchise pour nous n'était pas, était un choix un peu, forcé. Ouais, par défaut. Forcé parce que on était dans un contexte où on était sur un produit qui était neuf. En termes d'investisseurs, de banques, c'était compliqué d'aller chercher des fonds. Et en fait, ça nous a aidé à développer, donc en fait, de rallier à nous. Mais aujourd'hui, finalement, on se rend compte que c'est une force parce qu'en fait, ça nous oblige aussi, en tant que tête de réseau, à toujours essayer de voir le meilleur pour nos franchisés, pour leur rentabilité, pour leur activité au quotidien. Donc c'est aussi pour ça qu'on a avancé avec la formation de plus en plus pendant toutes ces années. Donc effectivement, oui, je pense qu'on est un peu à part, on va dire. Et quand vous dites, quand tu dis le meilleur, est-ce que justement, donc il y a la formation, donc quand tu dis qu'on est Calliope, c'est-à-dire que vous êtes aussi un organisme de formation, donc pour le réseau, pour votre réseau, j'imagine. Quelle autre chose comme ça vous faites et que vous n'auriez pas fait si vous n'étiez pas ce réseau? Déjà en fait ça nous pousse au quotidien à optimiser toute notre chaîne d'approvisionnement et notamment aux achats pour proposer le meilleur prix à notre réseau. Donc c'est un challenge au quotidien aussi pour nous en fait, qui peut paraître logique quand on est entrepreneur, mais en vrai on a une partie qui est fondatrice sur ce point-là, c'est qu'on a toujours laissé, parce que c'est un peu notre identité de base, on a toujours laissé une marge de manœuvre à nos franchisés pour s'approvisionner à l'extérieur. Parce qu'on estimait que si en local, ils avaient un produit que nous ne référencions pas à la centrale, mais qui était important pour leur shop, ça pouvait leur laisser la possibilité de l'avoir. Et en fait, ce petit point-là, en fait, ça nous oblige à être toujours meilleur justement sur cette partie chaîne d'appro. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est tout ce qui est, donc on parlait de la formation, mais aussi tout ce qui est accompagnement, puisqu'on a une équipe d'animateurs réseau dédiés qui passent au quotidien et qui aident nos franchisés. Ouais. Donc on est vraiment dans l'accompagnement à tous les étages, j'ai envie de dire, que ce soit dans le réseau, mais aussi pour les clients. C'est vraiment ce qui nous anime depuis le début. Super. Alors, Cocorico, pour ce système qu'on vient de voir, quel défi, est-ce que tu peux nous les rappeler, Jean, et notamment face à l'UE, l'Union européenne, puisque c'est aussi le thème de cette conférence. En fait, la dimension exception française, elle est chouette. C'est se dire, on a réussi à faire les choses différemment que partout ailleurs. On est assez attaché à la formule en France, on la retrouve dans le cinéma par exemple, où on a toujours lutté contre les instances européennes parce qu'on subventionne le cinéma français. Dans une perspective de marché, on peut être en désaccord avec ça, n'empêche que ça produit beaucoup plus de films français qu'ailleurs. Ça nous donne aussi un rayonnement international non négligeable.
Et c'est là qu'on commence à comprendre en quoi l'exception française peut être un levier pour aller lutter au niveau communautaire. Aujourd'hui, on a un pays, par exemple la Suède, qui déroge aux règles de fonctionnement de l'Union européenne sur la question du snus. C'est un produit qui est culturellement très utilisé en Suède et qui explique en partie pourquoi c'est un pays qui a le plus bas taux de cancer du poumon du monde. Je pense que ce n'est pas négligeable à observer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'un pays puisse déroger à la règle communautaire. Et je pense qu'avec toute cette filière, toutes ces facettes, son importance économique, son importance en termes d'emploi et le service qu'elle rend en termes de santé publique, il y a matière à faire apparaître la filière du vapotage en France comme une exception au sein de l'Union européenne. Par exemple, pour imaginer des scénarios dans lesquels la France pourrait se mobiliser dans les futures discussions qui auront lieu autour de la directive sur la taxation des produits du tabac, pour demander une architecture qui convienne à cette industrie, car elle rend un service, car elle emploie des gens, avec peut-être une assiette de taxation qui commencerait à 0 et qui permettrait aux États membres qui le souhaitent de choisir la taxe qui corresponde à la réalité de leur prévalence tabagique. Moi, j'ai toujours trouvé ça complètement ridicule d'appliquer une taxe forfaitaire sur le premier moyen utilisé pour arrêter de fumer dans l'Union européenne maintenant, sans regarder la prévalence tabagique qu'il y a en face. Je le disais tout à l'heure, si on poursuit cette idée, on peut imaginer une taxe qui soit indexée sur la prévalence tabagique. Eh bien, avec cette dimension d'exception française, si on arrive à la faire valoir, à la rendre lisible, tangible, on pourra peser dans les discussions à Bruxelles et obtenir peut-être une position française singulière qui pourrait nous permettre de perpétuer cet écosystème absolument magnifique. Et je voudrais en profiter aussi pour tirer mon chapeau à Vapexpo, parce que Vapexpo, c'est aussi un des symboles de cette exception française. Un salon aussi durable, aussi constant, aussi beau. Tu parlais de l'importance des arômes. Vous avez par exemple créé VapChef il y a quelques années, il y a 2 ans déjà. 3 ans. Nulle part ailleurs dans le monde, on a vu un concours qui met à l'honneur la création des e-liquides comme VapChef. C'est la synthèse parfaite, la traduction parfaite de cette exception. Donc Vapexpo fait partie de cette exception. Toutes les initiatives que vous prenez au sein du salon, elles permettent de faire exister cette réalité alternative. Je pense qu'il faut arriver à faire la synthèse de tout ça pour présenter au monde la France comme un pays leader qui mérite d'être défendu d'une façon différente. Tu voulais réagir, Serge? Je t'ai vu prendre ton micro. Pas forcément, non, je pensais à l'exception, enfin le problème de la taxation. Juste dire un mot, c'est que taxation peut-être, mais attention au mot de taxation quand on parle notamment des assises. Pourquoi? Parce qu'une assise, c'est une taxation bien particulière qui concerne des produits qui ont des externalités négatives, qui sont toxiques ou dangereuses pour l'environnement, pour la santé humaine. Et à partir de là, on change de domaine. Et nous, ça nous impacterait directement. Pourquoi? Parce qu'un objet sous assise, interdiction des dons, que ce soit en réception ou en expédition. Là, la vape du cœur n'existe plus, hein, clairement. Oui, bien sûr. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Moi, j'avais bien envie que ce soit la conclusion que tu viens de porter. Et effectivement, ça conclut bien aussi ces 2 jours de Vapexpo ici, qui est déjà la 22e édition. Donc, hein. 22e. Ouais, 12 ans d'âge et puis effectivement 3 ans déjà pour VapChef. Et encore 120, 130 exposants et encore des milliers de visiteurs pour cette édition. Et ça, vous le devez. Bravo à vous, félicitations. Merci à vous aussi, les visiteurs de ce salon. Et voilà, continuez de vous battre pour cette exception vapologique à la française qui force le respect. Et en petit témoin que je suis, parce que moi je suis complètement en dehors de ce monde, mais je crois que ça fait peut-être maintenant presque 10 ans que j'assiste effectivement à Vapexpo. Et je trouve qu'effectivement, ça se professionnalise, que ça change, que c'est de plus en plus agréable. En tout cas, pour un visiteur extérieur qui ne connaît pas le milieu. Voilà mon témoignage. Donc, je suis toujours très heureux d'être avec vous. Belle soirée à vous. Merci de nous avoir rejoints un peu tard pour la conférence, mais vous la retrouverez en ligne. Allez, bonne soirée. Merci à toi. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Merci.